Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le parti Moël Bénin a procédé ce lundi à l'installation officielle de la structuration nationale de campagne pour le duo Talon-Talata. On en parle dans ce journal. Nous irons également à Djahomey où les membres de la coordination de l'Union progressiste ont célébré dimanche la victoire du parti aux élections communales. Et puis, en Arménie, le Premier ministre se dit prêt pour des législatives anticipées, une déclaration du chef du gouvernement alors que des milliers de manifestants réclament sa démission. Bienvenue à toutes et à tous. Le parti Moël Bénin a procédé ce lundi à l'Infosec à l'installation officielle de la structuration nationale de campagne pour le duo Talon-Talata, une cérémonie qui s'est déroulée sous la coordination du président du parti, Jacques Ayadi. Structuration nationale de campagne du parti Moël Bénin pour le duo Talon-Talata dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 est désormais connue. C'est à travers une cérémonie officielle d'installation des membres des différentes structures au niveau national et départemental ce lundi. Une cérémonie présidée par le président du parti, Jacques Ayadi. Étant membre de cette structure interne de campagne du parti Moël Bénin, vous savez donc ce que vous avez à faire dès aujourd'hui. Il ne me revient pas de vous rappeler cela parce que Moël Bénin veut rester un parti républicain, un parti respectueux des règles de la République. Donc je vous dis simplement que je vous renvoie à l'exercice de vos tâches et responsabilités que vous connaissez très bien. Devant les délégations venues des différentes coordinations du Moël Bénin, les nouveaux responsables ont pris l'engagement de travailler pour des résultats bien probants. Ce ne sera pas facile, mais au nom des militants dynamiques que je connais beaucoup du parti Moël Bénin, nous vous promettons que nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et un bilan exhaustif sera fait. Je voudrais m'engager solennellement en ce jour au nom de toute l'équipe de cette direction de campagne et à mon nom personnel, aux côtés de toutes les autres structures qui composent toute l'équipe de campagne en général au sein de Moël Bénin, pour que les efforts soient fournis à tous les niveaux pour des résultats probants et éclatants. En attendant le démarrage effectif de la campagne électorale prévue pour le 26 mars prochain, ces nouveaux responsables travailleront à l'installation des différentes structures ou cellules de base afin d'assurer une campagne réussie au chef de l'État Patrice Talon et sa colistière. À Djahomey, les membres de la coordination de l'Union progressiste ont célébré dimanche la victoire du parti aux élections communales d'avril 2020, placée sous le parrainage de Marcos Daga. Cette fête a eu pour cadre l'école primaire publique Centre d'Djahomey. Jonas Botti pour le compte rendu. Fêter la victoire de l'Union progressiste aux dernières élections communales à Clocamin et profiter de l'occasion pour se recharger les batteries dans le cadre des prochaines échéances électorales au Bénin, c'est l'objectif de ce festin organisé par la coordination de l'Union progressiste dans l'arrondissement d'Adjahomey. Pour ne pas rester ingrat envers la population d'Adjahomey qui a cru en nos idées, il est de bon ton que nous soyons là pour fêter cette victoire et rester mobilisés pour les batailles à venir. Nous passons par ici pour remercier M. Daga Marcos qui a su initier cette fête à l'endroit des acteurs politiques de l'arrondissement d'Adjahomey.
L'horizon politique s'éclaircit de nos jours au Bénin grâce au président Patrice Talon qui, de par son courage, a balisé le chemin aux jeunes en leur permettant d'extérioriser sans aucune crainte leur aspiration politique, à en croire Marcos Daga, président d'honneur des manifestations. Hier, on avait peur, on a de bonnes intentions, mais on avait peur. Aujourd'hui, nous avons un bouclier solide. Puisque notre leader, notre président, il est quelqu'un de courageux, il est quelqu'un de franc-parler, il est quelqu'un qui ne regarde pas le visage de quelqu'un avant de dire ce qu'il faut dire. Nous devons imiter ses pas. Marcos Daga fait comprendre à ceux qui pensent que les temps sont durs au Bénin que les grandes puissances de notre époque sont également passées par cette étape. Patrice Talon a préféré qu'on développe le Bénin comme on voit les États-Unis, l'Allemagne, le Canada. Ils ont pris par ce que nous vivons aujourd'hui. Ou en quelques termes, vous dites que le temps est dur. Oui, quand eux, ils développaient pour pouvoir devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, pour nous prêter de l'argent, en ce moment, le temps était dur aussi pour eux. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont utilisé nos aïeux pour aller faire des plantations là-bas, pour aller fabriquer des choses, pour aller créer. C'est nous, Africains, on les a fabriqués. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité d'amener les Blancs pour venir faire des plantations ici. Nous devons réfléchir autrement et développer notre pays avec ce que nous avons. C'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Pour Kofi Dieudonné Gbedjekan, maire de la commune de Clokamen, cette fête va sceller davantage l'union entre les filles et fils d'Adjahomey. Nous devons continuer par nous unir davantage. Cette fête, pour moi, n'est qu'un signe d'union d'un fils et fille d'Adjahomey. Je voudrais pouvoir continuer par compter sur vous pour que l'union progressiste continue par s'enraciner davantage ici à Adjahomey. Le maire de Clokamen témoigne sa gratitude à Marcos Daga pour avoir supporté les charges des manifestations. C'est vrai que c'est un travail, mais je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde de le faire. Je sais que beaucoup en font, mais à un niveau donné, il est important qu'on salue les gens qui ont le courage de faire des dépenses à un certain niveau. Marcos Daga a promis ne pas marchander sa disponibilité à accompagner de pareilles initiatives tant que son arrondissement prouve à chaque échéance électorale sa fidélité au parti Union progressiste. Quittons le Koufo pour l'Atlantique, les usagers du tronçon Zeplak à Kassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, empruntent depuis ce lundi la voie en terre, une décision du ministre des Infrastructures et des Transports qui crée des désagréments à ces usagers. Suivez le constat fait sur le terrain avec Aristide Setti. De la recrudescence des accidents de circulation sur la route nationale inter-État numéro 2, notamment sur la section Zeplak à Kassato, il est interdit à compter du lundi 1er mars 2021 à 0h aux cycles et motocycles allant dans le sens nord-sud à la Davet à Kassato de rouler sur la chaussée bitumée. La voie en terre, située à l'ouest le long de cette chaussée, est désormais dédiée aux cycles et motocycles circulant dans le sens indiqué ci-dessus. C'est la substance du communiqué du ministre des Infrastructures et des Transports. Une mesure que propose pour le moment le gouvernement afin de limiter les nombreux cas d'accidents de circulation sur la section Zeplak à Kassato sur la route inter-État numéro 2. Entrée en vigueur ce 1er mars, l'application de cette décision du gouvernement n'est pas sans peine. Regardez-moi, je vais au boulot comme ça. Ils n'ont rien fait, on dévie les gens. Ils n'ont qu'à dire aux motos là de garer carrément. De garer carrément, là on ne peut plus voir la circulation des motos dans la ville. Ça c'est autre chose. Ça c'est pénible. C'est pénible, vous voyez la voie là comment c'est. Non. Au lieu d'aménager, avant de dire aux gens, aux usagers de prendre par là, ils n'ont rien fait. Mais ce n'est pas bon pour nous autres. Puisqu'on nous fait du bien, on a dit, vous voyez comment nous sommes. C'est pas bon, vous voyez. Hein? Ça nous crée c'est du désordre fini. Vraiment une déviation de ce genre. Normalement, on devait arroser d'abord le tronçon, mais c'est pas ça. Il y a de la poussière, même on ne peut même pas conduire. On ne peut même pas conduire. Tout est sale. Moi, je vais au service comme ça, vous voyez, il y a de la poussière qui salit tout le monde. Et déjà, vous voyez, ça nous rend malade. Ça nous rend malade. Et comme ça, là, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison on a lancé cette déviation-là.
La qualité de la piste dédiée, la praticabilité de l'axe reste la délicate équation à résoudre. Respectueux de la décision du gouvernement, certains usagers rencontrés s'en offusquent. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe. Ils n'ont qu'à descendre eux-mêmes sur le terrain pour voir ce qui se passe. Même sur le goudron, les voitures même ont de la peine à bien conduire parce qu'il y a la poussière qui va un peu dans tous les sens. Et comme ça, là, c'est pas bon. J'exhorte le ministre des Infrastructures, lui-même n'a qu'à venir descendre, amener ces techniciens, ils n'ont qu'à voir la voie où les motos vont passer. L'axe Zé jusqu'à la chose de la Kassato, ils n'ont qu'à voir. C'est impeccable, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Avec ça, là, on ne peut pas dire que les citoyens sont à l'aise. Solution partielle ou palliative, ces usagers subiront encore pour quelques semaines le calvaire de la poussière, nid de poule et crevasses. Et sur le continent, de nouvelles manifestations ont eu lieu ce week-end en Tunisie pour réclamer de meilleures conditions de vie. Les habitants du nord du pays semblent avoir perdu tout espoir. Montagne et campagne, le nord-ouest de la Tunisie semble être figé dans un autre temps. Les habitants de cette région, considérés comme la plus pauvre du pays, ont souvent l'impression d'être les grands oubliés du système. À 46 ans, Ali a perdu tout espoir. Dans sa maison de fortune, il tente tant bien que mal de subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 enfants. En dépit des multiples promesses de l'État d'améliorer ses conditions de vie, il semble aujourd'hui ne plus savoir s'il est toujours tunisien, dans un pays où ses droits les plus élémentaires semblent n'être qu'un mirage. Des fois, j'ai besoin de ma carte d'identité pour me souvenir que je suis tunisien. Ce n'est qu'une nationalité pour moi. Car si j'étais réellement un Tunisien comme les autres, j'aurais les mêmes droits. Et moi, je n'ai aucun droit. À commencer par le logement. Quand je vois que certaines personnes vivent dans un confort qu'ils ne méritent pas, je vois que dans d'autres régions, on aide beaucoup la population. Mais ici, personne ne pense à nous. Et quand tu vas demander ton dû, on te dit qu'il n'y a rien pour le moment. Personne ne t'écoute et on te dit simplement que pour le moment, il n'y a rien. Comment voulez-vous qu'on vive ? Quand il parle de sa région, il évoque un bout de territoire qui n'intéresse les dirigeants qu'en période électorale, avant de retomber dans l'oubli, aussitôt les résultats annoncés. Toute l'année, personne ne nous considère et quand les élections arrivent, ils débarquent tous avec leurs tracts. On te demande alors de voter et après c'est fini, retour à la réalité. Personne ne se soucie de toi. Dans ces campagnes, c'est encore à dos d'âne que l'on s'approvisionne en eau. À travers des chemins escarpés et boueux en hiver qui deviennent dangereux avec la neige, il ne faut pas moins de 2 heures pour atteindre la source dans les hauteurs des montagnes voisines. Le dénuement règne. Manque d'eau, d'infrastructures, de transport ou encore d'écoles. Et pour couronner le tout, un chômage qui grimpe ici à 30% selon l'Institut national des statistiques. J'ai 32 ans et je suis au chômage, malgré le fait que j'aille souvent à Tunis pour trouver du travail. Et tu vas souvent à Tunis, toi ? Oui, très souvent. J'y vais, je cherche du travail dans les chantiers, il n'y a rien. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont dans la même situation ? Oui, tous. On est tous dans la même situation. Ces populations vulnérables se retrouvent très souvent dépourvues en période d'intempéries ou face à la maladie. Malika est née dans la région. Quitter son village, elle n'y songe pas une minute. La révolution de 2011 avait suscité chez elle de grands espoirs. Mais 10 ans après, rien n'a changé. Il y a 2 ans, sa fille de 25 ans a été emportée par la maladie. En l'absence d'infrastructures médicales locales, beaucoup décèdent avant d'atteindre l'hôpital le plus proche. Quand ma fille a eu son attaque, si l'hôpital était proche, elle aurait pu être encore vivante aujourd'hui. Le temps de trouver une voiture et de me rendre à l'hôpital le plus proche, elle était déjà morte. J'étais désespérée et j'ai dû faire demi-tour en voiture avec ma fille morte dans les bras. Je n'oublierai jamais ce jour. Alors comment expliquer que cette région pourtant si riche en ressources naturelles, telles que le bois, l'aluminium, le zinc ou encore le phosphate, soit en même temps la plus pauvre du pays ? Et pourtant, la région assure 60% de la production céréalière du pays et dispose de 75% des réserves d'eau du territoire. Depuis Tunis ou encore Carthage, les politiques ont contribué et contribuent encore à la paupérisation du Nord-Ouest. Mounchi Raoui est député indépendant de Djendouba. Le sort de sa région est depuis toujours sa priorité.
Et face à un gouvernement qui ne s'intéresse qu'à la carte électorale, il a parfois le sentiment de mener un combat perdu d'avance. Je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait l'impasse sur les régions rurales, malgré le fait qu'on leur rappelle à chaque fois leurs conditions précaires. Le gouvernement ne semble travailler que pour les intérêts de certaines grandes familles qui détiennent le pays par leur mainmise, au détriment des populations qui s'enfoncent dans la pauvreté, la tristesse, la fatigue et la précarité. En pleine crise politique, la Tunisie se retrouve avec plus d'un défi à relever. À commencer par celui des régions rurales qui se sentent depuis longtemps laissées pour compte par Tunis et qui avaient pourtant fait de grands sacrifices pour la révolution de 2011 et nourri beaucoup d'espoir dans la démocratie tunisienne naissante. Une centaine de gouvernements et de donateurs particuliers ont participé ce lundi à une collecte pour tenter d'empêcher la famine au Yémen, mais l'argent collecté n'est pas suffisant. Le chef de l'ONU parle même d'une peine de mort pour le pays sur le terrain des violences entre Houthis et les forces gouvernementales s'intensifient. S'éternise et une situation toujours aussi préoccupante au Yémen. Depuis près de 6 ans, deux camps s'affrontent. D'un côté, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, de l'autre, les forces gouvernementales, appuyées par la coalition saoudienne. Depuis le 8 février dernier, le conflit s'est intensifié près de la ville pétrolière de Marib, dernier bastion du gouvernement. Après des tirs fin février contre la capitale saoudienne Riyad, les rebelles yéménites affirment que les combats continueront tant que la coalition saoudienne poursuivra son soutien aux forces gouvernementales. Nos opérations se poursuivront et s'étendront aussi longtemps que l'agression et le siège de notre pays se poursuivront. Ce lundi, une conférence internationale avait lieu pour venir en aide au Yémen ravagé par la guerre. 1,7 milliard de dollars a été promis sous forme de dons, un chiffre jugé décevant par les Nations Unies qui en espérait 3,85 milliards. Le résultat de la réunion de haut niveau sur le Yémen est décevant. Les promesses annoncées s'élevant à environ 1,7 milliard de dollars, soit moins que ce que nous avons reçu pour le plan de réponse humanitaire en 2020 et 1 milliard de dollars de moins que ce qui était prévu lors de la conférence de 2019. Lors de ce sommet, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé les rebelles Houthis, comme le gouvernement et la coalition saoudienne, à faire des efforts pour mettre fin au conflit. L'aide ne mettra pas fin au conflit à elle seule. Nous ne pouvons mettre fin à la crise humanitaire au Yémen qu'en mettant fin à la guerre, et les États-Unis relancent donc leurs efforts diplomatiques pour mettre fin à cette guerre. La première étape nécessaire est de mettre fin à l'offensive contre Marib et de se joindre aux Saoudiens et au gouvernement du Yémen en agissant également de manière constructive en faveur de la paix. Si la guerre perdure, la crise humanitaire s'accentue tout autant. Selon l'ONU, le Yémen compte près de 4 millions de déplacés internes. Les affrontements près de Marib, ville de 2 millions d'habitants, ont donné lieu à un nouvel exode massif de Yéménites. Dimanche dernier, l'ONU avertissait des risques que pourrait avoir la poursuite des affrontements dans le pays. Le Yémen a perdu plus de 2 décennies de progrès en matière de développement au cours de cette période. Cela a été très grave et a vraiment jeté le Yémen dans une situation où il est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde. Si vous continuez ainsi, le Yémen en tant que pays sera très difficile à reconstruire. Si davantage de biens sont détruits et que les gens deviennent toujours plus pauvres, alors le pays deviendra presque un État non viable. Côté sanitaire, le Yémen doit également faire face à des épidémies de diphtérie, de choléra et de Covid-19. La malnutrition pourrait également gagner du terrain si le pays ne reçoit pas d'aide alimentaire. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population yéménite pourrait être confrontée à la faim cette année. Et puis en Arménie, le Premier ministre dit prêt pour des législatives anticipées, une déclaration du chef du gouvernement, alors que des milliers de manifestants réclament la démission du Premier ministre depuis la signature du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Les jours passent et la crise s'aggrave en Arménie. Alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu ce lundi à Erevan en soutien au Premier ministre. L'opposition, qui souhaite la démission de l'homme politique, a également appelé à se rassembler dans la capitale. Nicole Pachinian est un traître.
Il nous a trahis, il a trahi son peuple, la République d'Arménie, la République d'Artsakh, nos terres, nos jeunes gars qui sont morts là-bas, qui jusqu'à présent sont portés disparus, les prisonniers. Il avait le devoir de s'occuper de ces questions, mais il ne l'a pas fait. Le chef du gouvernement a demandé à ses partisans de se réunir pour montrer à l'opposition que le soutien populaire est de son côté. Dans un objectif de maintenir l'ordre démocratique et constitutionnel, il a accepté la tenue d'élections anticipées. Si l'opposition parlementaire est d'accord pour des élections anticipées, nous serons aussi d'accord. Allons aux élections pour voir de qui le peuple réclame la démission. Seul le peuple peut décider qui restera au pouvoir. En effet, l'armée s'est rangée du côté de l'opposition et le président refuse de limoger le chef d'état-major, contrairement à la volonté du Premier ministre. L'équilibre du pays en est un peu plus fragilisé. En novembre dernier, le Premier ministre Nikol Pachinian signait un accord de paix avec l'Azerbaïdjan au sujet du conflit dans le Haut-Karabakh. Depuis, il est accusé de traîtrise par les protestataires et le pays est plongé dans un lourd conflit politique. Et ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention et à demain.